Sur la stack, on est quand même en train d'avoir une homogénéisation des pratiques. En revanche, sur l'aspect organisation, on voit plein de cas de figure différents, de choix différents dans les entreprises. C'est vrai qu'initialement, on a quand même l'impression de retrouver un peu un pattern où une boîte, lorsqu'elle veut commencer à faire de la data, elle va commencer par un département centralisé, et puis au bout d'un moment de maturité, ça fonctionnera plus, justement il va y avoir ces enjeux d'étranglement, etc. Et donc il va y avoir un peu un phénomène de décentralisation. Mais on voit en fait plein de contre-exemples et plein de cas de figure un peu différents, où tu as des boîtes qui se décentralisent à des moments donnés, ou qui se recentralisent. Et donc finalement la conclusion que j'en ai un peu tirée là-dessus, et j'en ai parlé avec pas mal de head of data, c'est qu'il n'y a pas de bonne organisation. Il y a vraiment une bonne organisation par rapport aux enjeux de la boîte à un moment T. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Robin Conquet. Après quelques années chez Artefact, cabinet de conseil spécialisé en data, il est fondateur de DataGen, d'abord en side project et aujourd'hui à temps plein. DataGen, c'est un média qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes, un podcast qui a plus de 8500 écoutes mensuelles, une newsletter et une chaîne YouTube. Bonjour Robin. Hello Marc, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de DataGen pour commencer ? Comment tu en es arrivé là ? Ouais, bien sûr. Effectivement, comme tu l'as dit, moi initialement j'étais consultant, manager dans une boîte qui s'appelle Artefact, un cabinet de conseil spécialisé sur la data. Et donc en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie aussi de lancer un projet entrepreneurial. Ça remontait à l'école de commerce. Et donc à un moment donné, lorsque j'étais chez Artefact, j'ai voulu lancer un side project, parce que j'apprenais pas mal de choses chez Artefact, j'étais content là où j'étais, et donc je voulais pas forcément lancer une start-up tout de suite. Et donc je cherchais un projet à lancer en parallèle qui soit cohérent et qui me plaise. Et en fait, à ce moment-là, j'étais un gros fan de podcast, donc j'ai commencé à avoir l'idée de lancer un petit média, donc un podcast notamment. Et après, pourquoi j'ai choisi le sujet DataGen ? En fait, ça s'est fait assez simplement. Donc chez Artefact, comme dans beaucoup de cabinets de conseil, on bosse pour des grosses boîtes. Moi, je travaillais pour LVMH, notamment Orange, ou des boîtes comme ça, qui sont très intéressantes. Il se passe plein de choses, mais c'est vrai que c'est des boîtes sur lesquelles, notamment en data, on va travailler sur des projets de transformation. Souvent, c'est des gros projets qui prennent du temps, avec beaucoup de monde, etc. Et donc, j'avais l'impression de pas forcément voir finalement la data sous l'angle le plus moderne, dans une certaine mesure. Et donc, je voulais concentrer mon podcast un peu là-dessus. Et c'est vrai que lorsqu'on cherchait à voir des retours d'expérience data modernes à l'époque, on se tournait toujours vers les boîtes américaines, donc les GAFA, on regardait ce qui se passait chez Amazon, chez Google, des boîtes comme ça. Mais sauf que là, on était à des années-lumière. Donc, limite, en termes de retour d'expérience, c'était inspirant dans une certaine mesure, mais finalement pas très actionnable. Donc c'est pour ça que j'ai voulu regarder un peu ce qui se passait dans nos startups, scale-up et surtout licornes aussi, qui sont un peu, comme je les appelle parfois, nos GAFA à nous, pour voir si c'était intéressant. Et en vrai, j'y allais un peu sans savoir, quoi. C'était aussi l'idée du podcast. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Pendant 1 an et demi, je l'ai fait en parallèle de mon boulot, donc de manière assez amateur. Mais ça me faisait marrer, je rencontrais des gens, c'était cohérent par rapport à la data, j'apprenais des trucs, etc. Et là, depuis 1 an, j'ai décidé de me lancer à temps plein sur ce projet, justement parce que je suis arrivé au point où je voulais accélérer sur cette aventure entrepreneuriale qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et DataGen, initialement, n'était pas du tout... je l'imaginais pas forcément comme le projet qui deviendrait une boîte. Je voyais vraiment ça comme le side project pour patienter. Mais finalement, au moment de me lancer, j'avais un peu... ce petit bout de ficelle, quoi. Je commençais à avoir une audience, j'aimais bien ça, et la conviction surtout que ça pouvait devenir un projet plus concret, quoi. Et donc 1 an plus tard, j'ai pas mal développé le podcast, je suis passé à 1 épisode, voire 2 par semaine. Comme tu l'as dit, je crois, en intro, maintenant j'ai aussi lancé une newsletter, une chaîne YouTube, et l'idée c'est petit à petit de faire émerger un média spécialisé sur la data plus globalement. Alors, tu nous as un petit peu parlé de ton métier d'avant, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu plus chez Artefact ce que tu faisais ?
Ouais, bien sûr. Alors, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec le métier du conseil, c'est assez simple. En fait, c'est des boîtes qui mettent à disposition des consultants pour accompagner des boîtes sur des projets bien spécifiques. Après, il y a plein de formats différents. Ça peut être une équipe de consultants qui vient pour faire un projet innovant que le client ne sait pas faire, ou ça peut être des consultants qui sont positionnés un peu plus sur le long terme, parfois même pour remplacer, entre guillemets, des ressources internes, parce que les boîtes sont un peu frileuses en fonction de la conjoncture d'internaliser ou pas. Donc nous, chez Artefact, on faisait ça, mais spécialisé sur la data au sens assez large, de missions très stratégiques à des missions très opérationnelles. Et donc moi, plus concrètement, j'ai commencé par exemple sur une mission avec Samsung, où là, j'ai fait des projets très opérationnels qu'on appelle data marketing. Donc en 2 mots, j'accompagnais toute la coordination des campagnes marketing augmentées par la data pour Samsung. Donc on a fait les campagnes des Galaxy S8, 9, 10. Puis ensuite, j'ai voulu faire de la stratégie. Donc là, je suis parti pendant 6 mois à Dubaï. Et sur une mission strat, c'était un peu différent. On était en équipe, on était 4 ou 5, mais j'étais un peu plus le bras droit du Chief Data Officer, donc du patron de la data, d'une fintech au Moyen-Orient, qui est un peu l'équivalent du N26, ou de notre Conto à nous, en fait. Et là, l'idée, c'était vraiment structurer toute la stratégie data. Donc ça, c'est des missions qui sont intéressantes intellectuellement, mais c'est vrai que quand on a envie d'être dans l'action, en revanche, ça peut être un peu frustrant, parce qu'on reste beaucoup à l'étape de la slide, ou sinon, après, il faut rester pour l'implémentation, ce qui n'était pas mon cas. Donc voilà, pour donner quelques exemples. Et après, je me suis spécialisé sur un rôle qu'on appellerait aujourd'hui, dans le milieu plutôt Product Manager Data. Et là, grosso modo, je déployais des stacks data, donc des architectures data, et souvent plutôt des projets de business intelligence, donc des tableaux de bord, avec des data engineers et des data analysts en équipe. Voilà. Si tu dois résumer ce que tu as appris de tes années Artefact, en quelques points. Alors, il y a un premier point qui est assez basique, et qui, maintenant, commence à remonter un petit peu, mais qui était assez crucial, parce que je pense que je manquais beaucoup de ces éléments-là. C'était tous les skills un peu de base, en fait, du type la com écrite, le sliding, la gestion de projet. Et ça, c'est vraiment des choses, moi, après, je suis biaisé, mais je trouve que c'est vraiment bien de passer par le conseil 1 an ou 2, parce que ça, c'est des choses qu'on va apprendre très vite dans le conseil, peut-être en 1 an. Et après, ça représente quand même un socle qui est, selon moi, important dans n'importe quel job qu'on va ensuite faire par la suite. Genre juste faire des mails concis. Enfin, c'est des trucs de base, mais finalement, je pense qu'on voit vite quand quelqu'un les a développés ou pas. Ensuite, il y a plutôt l'aspect data. Je trouve que le conseil, c'est ça, avec la spécificité. Ce qui a été très intéressant, c'est justement d'avoir pu un peu boucler plein de sujets, et qui, en l'espace du coup de 4-5 ans, m'a donné une vision globale. Alors, je dis pas que j'ai tout vu, loin de là, mais m'a donné une vision globale pour bien comprendre en fait, les enjeux de la data à des niveaux très opérationnels ou à des niveaux C-level, et donc de mieux comprendre les besoins des entreprises, les besoins des différents profils, anticiper les risques sur des missions, mieux anticiper le temps qu'allait prendre la mise en place de différents chantiers, etc., etc. Donc ça, je trouvais ça vachement cool, quoi. Ok, donc après Artefact, tu t'es lancé donc dans DataGen, qui est un média, comme tu le dis. À quoi ça ressemble maintenant tes journées ? Alors mes journées au day-to-day, en fait, je les composerai un peu en 3 grandes parties, qui sont un petit peu les 3 sous-métiers, en tout cas du podcast, tels que moi je les imagine. Il y a la partie production, où là ça va être l'organisation de tous mes enregistrements. Et donc là, je vais passer pas mal de temps. Je sais pas, ça représente peut-être quelque chose comme 20% de mon temps à trouver des invités, les rencontrer, imaginer un petit peu les sujets dont on va parler avec eux, et ensuite enregistrer. Ensuite, il y a une autre partie qui est la diffusion. Donc là, ça va être le setup dans les plateformes, le fait d'écrire des posts LinkedIn sur le sujet, de découper des extraits vidéo pour les réseaux sociaux, le fait de diffuser tout ça. Donc ça va quand même me prendre, je pense, aujourd'hui encore un bon 50%. Je pense que c'est trop. Ouais. Ça prend grosso modo 50% de mon temps, parce que j'ai rédigé aussi une newsletter, ça me prend quand même pas mal de temps. Ouais. Donc l'idée, c'est 50% sur la diffusion. Ouais, grosso modo. L'idée, c'est comment je pars de ce podcast, qui du coup lui est un petit peu en l'état, même s'il y a du montage, mais en l'état diffusé en version audio et en version vidéo sur YouTube. Ouais. Comment ensuite il va se découper en quelques posts LinkedIn dans les semaines qui suivent, quelques extraits vidéo pour des shorts ou des TikTok, comment il va ensuite se transformer en newsletter
Donc voilà, chaque semaine, il y a une newsletter qui est un peu associée au podcast, etc., etc. Donc ça, 50%. Et de plus en plus, maintenant, je passe du temps sur la monétisation. Donc là, j'ai dit 35 ans, donc grosso modo, il reste 20. L'idée, c'est petit à petit de passer de plus en plus de temps sur la monétisation. Et là, c'est identifier des boîtes cohérentes avec lesquelles je pourrais faire des partenariats pour continuer à monétiser DataGen. Donc je le fais déjà avec quelques acteurs, notamment par exemple DataBird, qui est un institut de formation data. Et donc on a une synergie qui est assez évidente, mais aussi avec des éditeurs de logiciels, par exemple, qui essayent de parler à la communauté data, avec lesquels je vais créer du contenu, tout en étant sélectif pour faire des recommandations qui sont pertinentes à la communauté. Et donc là, c'est un mix de les rencontrer, leur pitcher l'idée, échanger, structurer peut-être des formats, parce que je suis encore aussi un peu en train de tâtonner sur la forme que ça prend, quoi. Alors en 2 ans là de podcast, un peu plus, recevoir des head of data entre autres, qu'est-ce que tu vois en commun dans toutes les pratiques de toutes ces boîtes ? Ouais, effectivement, il y a pas mal de sujets. Et ça, c'est intéressant parce que, tu vois, quand je bossais dans des grosses boîtes, pour le coup, et je pense que c'est aussi parce que j'étais encore jeune par rapport, et puis je le reste, mais par rapport à, on va dire, ma journée avec la data, mais je trouvais quand même que ça restait très complexe. Il y avait beaucoup de sujets différents qui étaient pris différemment, des gros sujets de transformation, des enjeux humains, des use cases différents. Enfin, c'était difficile de créer un peu une pattern globale sur qu'est-ce qu'il faut faire en data dans une grosse boîte, même si bien sûr on le fait, et c'est ce que les cabinets de conseil font. Mais du coup, quand j'ai commencé à parler avec des boîtes sur des environnements un petit peu plus restreints, un peu plus jeunes, tu vois, même une licorne qui a 10 ans, en fait, elle est un peu plus jeune dans sa journée data, c'est là que j'ai commencé à voir finalement un peu plus clairement les chantiers, les étapes dans, on va dire, le cycle de vie d'un département data ou d'une boîte qui essaie de devenir data-driven, comme on dit. Et donc, en général, les éléments qui vont revenir toujours, c'est le premier, ça va être la constitution de la stack data. Donc, c'est quels sont les outils qu'il faut mettre en place déjà pour efficacement collecter la donnée, être capable de la transformer et pour ensuite la mettre à disposition. Le deuxième élément, du coup, qui est un peu en association directe avec le premier, c'est le département Analytics. Donc moi, je parle beaucoup à des startups, en tout cas sur les premières années, je parlais beaucoup à des startups, c'est en train de changer maintenant, j'échange de plus en plus avec des grosses boîtes également, mais initialement, du coup, la première étape, c'était en général devenir data-driven, faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise prenne des décisions centrées sur la donnée, c'est-à-dire soit en mesure chaque semaine ou chaque jour de vérifier, que les équipes soient en mesure chaque jour de vérifier où ils en sont par rapport à leur objectif. Et donc ça passe par tout simplement des tableaux de bord. Donc ça paraît simple, mais faire ça à l'échelle de toutes les entreprises, en général, c'est un premier gros chantier pour les head of data. Et souvent, c'est la prio, quoi. C'est, il faut qu'on ait tous les KPI dont ont besoin les différentes équipes. Il faut que ce soit sur des tableaux de bord et il faut que ça fonctionne. Et que tous les jours, ce soit fiable. Et donc ça, c'est en général le premier gros chantier. Donc là, on va retrouver des profils data analyst notamment. Et ensuite, en général, on va avoir un proof of concept qui va être fait au bout d'un moment sur un sujet de data science ou d'IA parce que les boîtes peuvent pas s'en empêcher. Et donc là, soit c'est une boîte pour laquelle c'est pertinent et donc ça peut se développer assez fort. Et il y a plein de startups qui ont commencé assez tôt, ça arrive. Mais quand même, pour la majorité des boîtes, en général, la data science arrive beaucoup plus tard, tu vois. Et je parle de startups pour lesquelles l'IA et la data science n'est pas dans le corps produit, tu vois, c'est startup business, genre des SaaS, tu vois, à la base, leur produit, c'est pas un algorithme. Et donc, pour ces boîtes-là, c'est vrai qu'en général, la data science arrive un petit peu plus tard. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a un mot qui revient souvent dans ton podcast, surtout au début, c'est moderne data stack, cette expression. Qu'est-ce que c'est exactement ? Comment tu définis une moderne data stack ? Alors, une moderne data stack, en fait, c'est tout simplement une suite d'outils qui sont reliés entre eux et qui forment une architecture data comme il en existe depuis longtemps. Mais c'est un petit peu une nouvelle manière de penser l'architecture data et surtout elle est constituée d'outils un peu plus modernes. Et en fait, on va dire cette mouvance, comme on l'appelle parfois, elle est arrivée notamment pour faire face à plusieurs points de douleur que rencontraient les équipes data en lien avec les architectures qu'elles utilisaient dans le passé. Et donc en fait, les 3 points de douleur qu'on retrouve assez souvent, qui remontent en tout cas quand je pose cette question, parce que je me suis posé la même question quand j'ai découvert ce terme au début et qu'on commençait à m'en parler à tous les podcasts, je disais mais c'est quoi cette moderne data stack ?
Et donc en fait, le premier, souvent, c'est un problème de fiabilité des données. Et donc je vais t'expliquer après un peu comment la moderne data stack il fait face. Mais voilà, sur les anciennes solutions, en fait, les boîtes utilisaient par exemple notamment des outils comme Hull, je sais pas si ça te parle, c'est des espèces de grosses data platforms un peu tout en un, qui vont te faire la collecte, la transformation, le truc, etc. Mais du coup, c'est un peu boîte noire. Et donc, je suis pas expert, mais grosso modo, ce qui remonte, c'est que ta donnée n'était pas fiable, tu n'avais pas assez de contrôle, tu pouvais pas faire de tests et bien segmenter les différentes parties entre ton ingestion, ta transfo, etc. Et donc, tu te retrouvais avec un truc très difficile à maîtriser. Le deuxième élément, et peut-être le plus évident au départ, c'est les performances techniques. Donc, tu te retrouves avec des requêtes qui prennent du temps à tourner parce que tu as une architecture un peu vieillissante. Et donc là, par exemple, semble un peu évident, mais en mettant en place un warehouse moderne, tu vas tout de suite avoir une amélioration sur tes perfs techniques. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, le plus souvent mis en avant, c'est le fait de scaler ton équipe data ou de décupler son impact grâce à une stack qui te permet de mettre en place du self-service. Et donc ça intervient à plusieurs niveaux. C'est un premier niveau du self-service sur la transformation et l'ingestion de données. Donc, ce qui était initialement à la charge du data engineer, la moderne data stack, grâce à des outils d'ingestion modernes comme Fivetran, Stitch, tu vas pouvoir faire ton ingestion en clic-bouton, ce qui fait que des data analysts vont être capables de le faire. Et ensuite, pareil sur la transformation, grâce à un outil qui revient tous les 4 matins et que maintenant l'ensemble de l'écosystème est quand même en train d'adopter largement, DBT, tu vas pouvoir faire aussi tes transformations, donc tes pipelines de données en SQL. Donc pareil, les data analysts vont être capables de les reprendre. Donc ce qui initialement, l'équipe data engineer représentait parfois un gros goulot d'étranglement sur ces sujets d'ingestion et transformation, maintenant tu es capable finalement en self-service un peu de le décentraliser aux data analysts et ils vont être autonomes en principe sur toute la chaîne. Bien sûr, parfois ils ont besoin d'aide, etc. Et donc ça te permet de décupler ton impact parce que tu as besoin de moins de data engineers, qui sont les profils les plus durs à recruter, etc. Et après, tu as le même principe avec les data analysts, qui du coup, eux, grâce aux nouveaux outils de business intelligence modernes, sont capables de créer un petit peu des stacks analytics en self-service pour que les équipes business moins techniques soient autonomes, donc ils vont pouvoir petit à petit faire eux-mêmes leur tableau de bord, les faire évoluer, etc. Pour que eux se concentrent finalement sur ce que faisaient avant les data engineers, tu vois, donc l'ingestion et la transformation, mais sur des outils qui se rapprochent presque du no-code, mais no-code version data analyst, c'est-à-dire SQL. Et aussi, en parallèle, bien sûr, ils vont pouvoir se concentrer sur des analyses à plus forte valeur ajoutée et des choses comme ça. Donc c'est un peu une nouvelle manière de penser la data et surtout l'analytics. En tout cas, c'est quand même souvent comme ça que c'est présenté dans les boîtes, quoi. Du coup, dans toutes les boîtes que tu as vues, tu nous as parlé un peu de ce qu'il y avait en commun. Qu'est-ce qui, au contraire, change énormément d'une boîte à l'autre? Sur ce point-là, côté orga, parce qu'effectivement sur la stack, on est quand même en train d'avoir une homogénéisation. Alors après, les outils vont changer sur une même brique, etc. Mais on a un peu une homogénéisation des pratiques. En revanche, sur l'aspect organisation, je trouve ça vachement intéressant à étudier parce que on voit plein de cas de figure différents, de choix différents dans les entreprises. Donc, en fait, c'est vrai qu'initialement, on a quand même l'impression de retrouver un peu un pattern où une boîte, lorsqu'elle veut commencer à faire de la data, elle va commencer par un département centralisé, puis ensuite petit à petit, donc centralisé, j'entends, c'est-à-dire que tu as un manager data et tu vas avoir les data engineers qui s'occupent de l'ingestion et de la transformation, les data analysts qui font les analyses et les data scientists, par exemple, qui font des modèles ou des algos, sous le même chapeau. Et puis, au bout d'un moment de maturité, ça fonctionnera plus, justement, il va y avoir ces enjeux d'étranglement, etc. Et donc, il va y avoir un peu un phénomène de décentralisation, surtout des data analystes dans un premier temps, qui vont être un petit peu plus reliés aux équipes business. Et parfois aussi même des data scientists qui se retrouvent embarqués dans l'équipe produit pour créer directement les algos au plus près des fonctionnalités, etc. Mais on voit en fait plein de contre-exemples et plein de cas de figure un peu différents où tu as des boîtes qui se décentralisent à des moments donnés ou qui se recentralisent. Et donc, finalement, la conclusion que j'en ai un peu tirée là-dessus, et j'en ai parlé avec pas mal de head of data, c'est qu'il n'y a pas de bonne organisation. Il y a vraiment une bonne organisation par rapport aux enjeux de la boîte à un moment T. Par exemple, je te donne une illustration, tu vois, c'est Encore Store, qui est une licorne qui a connu une croissance assez folle ces dernières années. Eux, ils avaient commencé, alors je sais pas s'ils ont commencé comme ça, mais en tout cas, quand j'avais échangé avec eux, ils étaient décentralisés. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient un manager data qui, lui, centralisait, par exemple, les data engineers et peut-être les data scientists, mais les data analysts étaient
rattaché au business, et donc ils y répondaient directement à un profil, je crois que c'était le COO, quelque chose comme ça. Mais du coup, comme ils avaient fait ce choix organisationnel, le problème qu'ils ont commencé à avoir, c'est des problèmes de collaboration entre les équipes techniques de la data et les équipes business de la data, c'est-à-dire les data analysts. Et donc, par exemple, ils avaient du mal à collaborer ensemble pour avoir les bons modèles de données, la bonne mise à disposition des données, et donc finalement le time to market des projets data a commencé à s'allonger. Et donc, c'est devenu un pain tel qu'ils se sont dit, OK, il faut qu'on recentralise. Et ça peut passer par plein d'éléments, mais un facteur fort de la recentralisation, c'est déjà de dire, en fait, on va remettre un manager commun pour toute cette communauté-là, pour qu'en fait, ils reparticipent au même team meeting, qu'ils commencent à plus rebosser ensemble, peut-être qu'ils se remettent à s'asseoir un peu plus souvent à côté, des choses comme ça. Et donc, ils cherchaient un VP data pour recentraliser. Mais à l'inverse, tu vas avoir sur une boîte de la même maturité, typiquement il y a quelques années, Doctolib avait fait le phénomène inverse. Eux, ils étaient centralisés, mais ils avaient du coup sûrement une super collaboration entre les data analysts et les data engineers, mais le problème qu'ils avaient, c'était un manque de collaboration entre les data analysts et les équipes business. Et donc c'est là que les frictions commencent à émerger, à tel point qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, OK, ça fonctionne plus. Alors oui, en fait, on a un time to market rapide des projets data, mais en fait, ils sont pas adoptés par les équipes business parce qu'on est tombé un peu à côté de la plaque. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est que maintenant, les data analysts, leur responsable, c'est directement le Chief Product Officer ou le CEO, je sais plus ce qu'ils avaient choisi, mais vraiment un profil business. Ils vont aller s'asseoir à côté des équipes qui sont leurs clients internes. Et comme ça, au moins, on va killer toutes ces friction qu'il y a entre ces deux éléments-là. Et probablement que ça a fait émerger une complexité de collaboration après entre l'équipe technique, etc. Donc c'est très difficile de trouver l'orga parfaite, mais une organisation va venir tacler un problème que tu as à un moment T, et je pense qu'il faut accepter, en tout cas, c'est le cas pour les départements data et sûrement pour plein de départements aussi, d'opérer des réorganisations assez fréquentes pour venir répondre à des problèmes que tu as à un moment T et à des priorités que tu as à un moment T. Oui, selon le niveau de centralisation qu'on décide, on déplace le curseur de la friction soit du côté engineering, soit du côté business adoption, quoi. C'est ça, c'est ça, exactement. Et après, du coup, tu as des organisations qui se mettent en place, qui sont un peu hybrides, où tu essayes de trouver le juste milieu entre les deux, et tu as pas mal de boîtes qui ensuite font un choix un peu intermédiaire, où par exemple, soit tu vas avoir un manager commun, mais en revanche, les data analysts, ils sont quand même dédiés à des équipes business, et c'est les équipes business qui choisissent les sujets sur lesquels ils travaillent. Enfin, tu vois, ils s'accordent ensemble, et en fait, ils bossent très peu sur des sujets transverses, mais au moins, tu as quand même un peu cette appartenance à une communauté data. Du coup, une émulation qui se crée, et puis surtout, les data eng sont potes avec les data analysts, donc ils s'entraident, tu vois, parce qu'à la fin, finalement, ça revient toujours un petit peu à ça, quoi. C'est juste, dès que tu t'écartes un petit peu sur l'organigramme, et potentiellement, tu te retrouves à avoir un peu moins de fluidité dans le quotidien et dans le delivery des projets, quoi. Alors, depuis que tu as commencé à faire des podcasts, est-ce que tu as vu des changements soit de mentalité, soit d'environnement avec les différents invités que tu as eus? Ouais, il y a un premier truc, et on en a déjà parlé. Après, tu vois, finalement, ça fait, si tu me dis, ça fait quand même 3 ans que je fais des podcasts, donc oui, ça peut faire sens. Mais j'ai vraiment vu émerger ce sujet de modern data stack dont tu parlais un petit peu plus tôt. Et ça, c'est intéressant parce que, alors peut-être que c'est aussi qu'entre-temps, j'ai rencontré de plus en plus de head of data, donc j'avais une vision moins globale, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu une émulation autour de ce sujet, une adoption un peu massive, en tout cas de la part de l'écosystème scale-up, etc. Mais même de plus en plus des grands groupes, tu vois, au début, je me disais, les grands groupes vont mettre du temps à suivre, probablement, parce qu'ils peuvent être un peu frileux sur les nouveaux outils, des choses comme ça. Et puis, en fait, non. Tu vois, entre-temps, j'ai entendu parler de pas mal de gros groupes qui sont déjà en train de mettre en place des BT, ou qui utilisent les outils d'ingestion modernes qui permettent d'ingérer de la donnée super vite, etc., etc. Donc ça, c'est un premier élément, je trouve, que j'ai observé. Et après, l'autre élément, en fait, c'est vraiment le dynamisme de l'écosystème. Donc pareil, je pense que j'étais un peu moins investi avant, donc j'ai du mal à savoir si c'était déjà le cas. Peut-être que toi, tu pourras me dire ce que t'en penses. Mais notamment avec, par exemple, la communauté Modern Data Network, qui a été créée depuis quelques années, et plus, je sais pas, une espèce d'émulation de l'écosystème global. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une accélération du partage de connaissances, du nombre de meet-up, du nombre d'événements. Et ça, c'est super intéressant parce que je trouve que le fait d'avoir une clairvoyance de l'écosystème et de permettre aux différentes équipes data ou aux différents profils de
savoir un peu ce qui se passe dans les autres boîtes, de se comparer, mais de manière saine, d'identifier une boîte qui est peut-être un petit peu plus mature, une qui est au même niveau, une qui est un peu moins mature, d'échanger régulièrement, et ben en fait, ça crée vraiment un dynamisme de l'écosystème qui tire tout le monde vers le haut. C'est un peu comme en sport, on dit toujours, si tu veux progresser dans un domaine, il faut que tu aies quelqu'un un petit peu plus fort que toi, tu vois, pour tout le temps te challenger, quelqu'un du même niveau avec qui tu es tout le temps en train d'essayer un coup de gagner, un coup de perdre, machin, et quelqu'un d'un peu moins bon que tu vas coacher, tu vois, et c'est la meilleure manière de progresser. Ben, je trouve que c'est un peu en train de... finalement, c'est un peu ça qui se profile au sein de l'écosystème data, et je pense qu'au-delà de ça, c'est vrai que les gens sont de plus en plus fiers de faire partie de cet écosystème-là, de faire partie de ce métier, parce que t'es pas un peu tout seul dans ton coin en train de faire ton truc. Et c'est vrai que quand t'es un profil data dans une boîte, c'est pas que t'es moins valorisé, mais voilà, les autres départements font leur truc, ils savent pas forcément ce que toi tu fais au quotidien, et donc ça, je sais pas, tu peux être un peu moins fier ou te sentir moins valorisé, alors que le fait vraiment là de commencer à créer une communauté autour de ce sujet-là, je trouve que c'est hyper vertueux. Alors si tu devais condenser tous tes podcasts en une poignée de conseils, ça donnerait quoi ? Ça dépend un petit peu à qui je m'adresse, mais tu vois, je pose souvent cette question au Head of Data que je reçois sur le podcast, de savoir quel est le meilleur conseil que eux donneraient, ou quel est le meilleur conseil qu'on leur a donné. Et il y a un élément qui revient souvent et qui est en lien avec ce qu'on vient juste de se dire, qui est vraiment d'aller rencontrer leur pairs. Et parfois, je trouve ça assez marrant parce que ça paraît assez basique et assez même intangible, mais tu vois, pour que la plupart finissent par me dire moi, ce qui m'a le plus fait progresser, c'est d'échanger avec des gens qui font le même job, c'est vraiment de sortir un peu la tête du guidon du quotidien et d'aller discuter avec les gens. Je trouve que ça démontre que c'est vraiment un effort qu'il faut faire, et je pense que quand on est très très junior, parfois on n'a pas forcément la confiance ou l'envie d'aller sur les meet-ups, sur les trucs, mais je pense qu'il faut commencer à le faire assez tôt. Et on est souvent exposé à beaucoup de vocabulaire très technique et souvent qui est là pour enfumer, ou qui dit pas grand chose de très intéressant, dont on aurait pu se passer, quoi. Et c'est vrai que parler avec plein de gens, ça permet aussi de très vite intégrer tous ces mots et rentrer dans la compréhension, prendre un peu de recul sur la situation, quoi. Ouais, c'est ça. Ça permet aussi de se rassurer sur où on en est, même se faire des potes au sein de la communauté. Enfin, je suis d'accord. C'est quoi les tendances actuelles que tu vois émerger, ou que tu as vu émerger ? Là-dessus, c'est intéressant. Alors, je pense que parfois, c'est peut-être très biaisé la manière dont on analyse ce sujet-là, mais j'ai l'impression que, tu vois, on a vraiment vu, justement, un peu sur 2022, cette grosse tendance de la moderne data stack dont on a beaucoup parlé. Un peu, peut-être plus récemment, une tendance qui émerge beaucoup, c'est le data mesh. Peut-être, tu vois, fin 2022, début 2023. On en parle depuis longtemps, mais j'ai l'impression que maintenant, on en parle de manière un peu plus concrète. On commence à avoir de plus en plus de boîtes qui ont des vrais retours d'expérience, qui sont en train de tester, qui disent, nous, on a essayé, voilà comment ça s'est passé. Et c'est toujours, tu vois, d'une manière un petit peu subjective du data mesh, c'est pas by the book, mais... Data mesh, c'est la décentralisation de la data, qui s'oppose un peu au data warehouse, où on met tout dans une pièce centrale. Ouais, alors je me souviens plus dans le détail, la femme, elle s'appelle Zhamak, qui a inventé le terme et qui a écrit à la base un article, puis carrément un livre sur le sujet. Elle définit, je crois, 4 grands piliers, mais dans les grands piliers, t'as vraiment un sujet de décentralisation de la responsabilisation de la data. Donc c'est en gros que les équipes qui produisent la donnée soient responsables de la qualité de la donnée. T'as par exemple un gros pilier autour du fait de considérer la donnée comme un produit, et donc de faire attention à sa qualité, à faire en sorte qu'elle soit facilement trouvable. Il y a un certain nombre de principes qui en émergent. Enfin voilà, après t'as d'autres éléments, mais je dirais les deux principaux, c'est vraiment ces deux concepts-là, la décentralisation et aussi le côté data as a product. Et là, un peu plus récemment, bien entendu, il y a un gros sujet autour des IA génératives, mais là qui est un petit peu plus la tendance de demain, de savoir... alors, c'est un sujet pour tout le monde, mais moi j'en parle plutôt de manière... comment spécifiquement il va impacter les métiers de la data. Et là, c'est un peu, comment demain, finalement, potentiellement, le métier des gens qui font de la data va évoluer, parce qu'ils auront tout le temps un petit copilote, tu vois, dans tous les outils qu'ils utilisent, qui va les aider à coder, à corriger leur code, etc. Et donc ça peut quand même changer de manière assez tangible leur quotidien. Mais ça peut être aussi peut-être un accélérateur pour des objectifs, tu vois, qu'on se trimballe justement depuis des années, comme celui du self-service. Et donc là, l'idée, c'est est-ce que finalement, c'est les IA génératives qui vont nous permettre demain de permettre à des équipes métiers qui codent pas du tout en SQL
de faire une requête directement dans leur messagerie instantanée pour récupérer des données un peu du quotidien, quoi. Quel est le chiffre d'affaires sur tel mois versus tel mois, des choses comme ça. Donc ça remet un petit peu sur la table ce sujet-là aussi qui est intéressant. Et donc je pense que tu as pas mal de boîtes qui vont lancer des proof of concept en ce sens dans les mois qui viennent. Et après, il y en a d'autres, mais je n'ai pas forcément de faire un listing de tout, mais tu vois, j'ai invité Christophe Blefari, qui écrit une newsletter assez connue dans la data, et notamment le data engineering, justement pour parler des grandes tendances du moment. Donc après, il m'a cité aussi quelques autres tendances qui peuvent paraître un petit peu plus techniques, mais je trouve qu'ils sont intéressants à comprendre. Par exemple, tu as celle des data contracts. En fait, c'est un peu une conceptualisation de comment on doit contractualiser des transferts de données au sein d'une entreprise. Donc ça peut être par exemple d'un outil source vers un data warehouse ou à l'intérieur d'un data warehouse entre une table de données et une autre pour s'assurer que la donnée soit toujours de qualité. Et donc il y a pas mal de gens influents, notamment aux États-Unis, qui bossent sur ces sujets. Et donc voilà, pour faire simple, l'objectif des data contracts, c'est attaquer ce problème de la fiabilité et de la qualité des données par un contrat qui spécifie exactement quelle est la donnée, par exemple, lorsqu'elle est dans son état à un point A, à quoi elle doit ressembler à un point B. Et tous les jours, tu vas vérifier que le contrat fonctionne bien et qu'il ne manque pas, acheter n'importe quoi, des colonnes, des champs, etc. Et je suppose qu'après, et là c'est là que ça se complexifie, mais tu as un système d'alerting ou peut-être des choses comme ça qui vont permettre de s'assurer que ça fonctionne bien, quoi. C'est vraiment la répartition des responsabilités. S'il y a un problème, il est tout de suite relié à un responsable, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, c'est l'idée de base, je pense, c'est responsabiliser, encore une fois, les gens qui envoient la donnée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la manière dont fonctionnent les transferts de données dans l'entreprise, tu as beaucoup ce côté où tu as besoin d'une donnée, par exemple, de la part d'un acteur. Tu vas mettre en place une manière de collecter ces données-là. Et donc, par exemple, c'est eux qui vont te pousser un fichier tous les jours, sur ton warehouse. Mais dans les faits, eux, c'est pas qu'ils en sont pas responsables, mais ils vont pas vérifier que ce qu'ils ont envoyé fonctionne bien, etc. Comme c'est pas eux qui utilisent la donnée. En tout cas, lorsque c'est pas eux qui utilisent la donnée, ils vont pas avoir d'incentive à le faire. Et alors que c'est eux qui ont tout le contexte qui pourrait impacter des changements sur cette donnée. C'est-à-dire que si c'est eux qui sont responsables de l'outil et qu'il y a des changements de champ ou d'administration de l'outil, etc., c'est eux qui sont en première loge pour savoir ce qui va changer sur la donnée qu'ils partagent, qui va peut-être avoir un impact après sur plein de use cases dans la boîte, plein de tableaux de bord, de la prise de décision, des choses comme ça. Mais si tu les as pas incentivés ou responsabilisés via un contrat à un moment donné pour que eux proactivement disent on a changé ça, selon le contrat, on est obligé d'aller prévenir l'équipe, par exemple, data platform ou je sais pas quoi, qui maintient la donnée, ça peut te créer plein de problèmes dans le futur. Alors, pour toi, où est-ce qu'il y a des points de douleur et donc peut-être des opportunités pour des nouveaux business dans le monde de la data en général? Les points de douleur qui reviennent le plus souvent, moi, dans les discussions que j'ai, finalement, ils sont pas forcément techniques, ils sont souvent humains, tu vois, sur l'adoption, le fait d'accompagner les équipes métiers dans leur usage de la donnée, des choses comme ça. Bien sûr, tu as toujours des gros problèmes de data quality. Mais donc là-dessus, tu vois, je sais pas si l'angle de ta question, c'est un petit peu si tu voulais lancer un projet autour de la data un peu entrepreneurial, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas trop ce que je ferais avec cette réponse-là. Mais donc moi, je me concentrerais peut-être plutôt sur les tendances qui sont en train d'émerger, sur lesquelles il y a encore beaucoup pas de lacunes, mais de questionnements, tu vois, sur le marché. Donc après, ça dépend de son appétence plus ou moins technique. Mais tu vois, sur ce sujet des data contracts, moi, je pense que c'est un sujet là, sur les quelques prochaines années, qui va être d'une manière ou d'une autre sur beaucoup de feuilles de route, de beaucoup de boîtes, lorsqu'il commence à avoir des volumes de transactions de données assez lourds. Et donc, il va y avoir pas mal de besoins. Je suis pas assez expert pour te dire, il faut créer un éditeur de logiciels qui fait ça. Mais je pense que si tu commences déjà à te spécialiser sur le sujet, à devenir une brute sur ce sujet, peut-être d'un point de vue juste coaching, tu vois, service, que tu le comprends bien, demain, il y aura sûrement des boîtes sous un format plutôt logiciel qui vont attaquer ce sujet-là. Et après, tu as bien sûr le gros buzz du moment sur les IA génératives, c'est pareil. Et là, tu as pas mal d'éditeurs de logiciels qui se mettent sur le coup, en lien un petit peu avec ce que je te disais, quoi. Est-ce que demain, cette chimère un peu de dire, peut-être que dans les boîtes, tu pourras demander
directement dans Slack les données dont tu as besoin et boum, tu auras la réponse en 2 secondes et la donnée sera quali, tout fonctionnera bien. Parce que bon, le sujet, c'est pas juste avoir une réponse, c'est que la donnée derrière soit bonne. Bah, là-dessus aussi, je pense que si quelqu'un, par exemple, a envie d'essayer de trouver des opportunités sur le marché, c'est pas mal d'aller creuser ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, tu vois, les boîtes, elles vont être ouvertes, je pense, à faire des proof of concept sur ces sujets. Donc, tu peux te positionner sur du coaching, sur du service. Et peut-être, sinon, si au bout d'un moment, vraiment, techniquement, tu es en capacité de faire quelque chose qui fonctionne, potentiellement, t'y vas, quoi. Mais bon, là, après, il y a une grosse complexité technique derrière également. Peut-être qu'on aurait dû séparer les opportunités business et les points de douleur. Tu nous disais du côté des points de douleur, pour toi c'est au niveau de la data quality qu'il y avait sans doute le plus de douleur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Je dis ça parce que le point de douleur central, j'ai l'impression, qui fait émerger un besoin fort en termes d'outils, en termes d'équipe, dans la data, c'est souvent un problème de fiabilité des données. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux, au début, dans le cycle de vie d'un département data un peu classique, les gens, ils ont besoin de données, ils ont besoin de tableaux de bord, les patrons veulent que les gens prennent des décisions sur la base de la donnée, donc ça part comme ça. Mais ça part un peu, potentiellement, t'as pas de patron de la data, tu commences à faire de la data, t'as des data analyses qui naissent un petit peu dans les différents départements, des choses comme ça, peu importe quoi. Ou au bout d'un moment, t'as une équipe data, mais on lui donne pas de budget pour bosser sur des sujets transverses en lien avec la fiabilité, donc elle dépote des analyses, des tableaux de bord, etc., mais elle réfléchit pas trop à comment les choses sont faites, tu vois, sous le capot. Et au bout d'un moment, t'as un problème qui émerge, qui est que t'as plein de KPI, plein de projets qui ont été faits en silo par des data analystes qui communiquent pas forcément entre eux, ou des gens qui manipulent la data qui communiquent pas forcément entre eux, et du coup, qui ont recréé parfois un petit peu des KPI à leur manière, qui ont codé les choses à leur manière, qui ont récupéré la donnée même à leur manière, tu vois, tout s'est fait un petit peu comme ça. Et quand tu analyses ça à l'échelle de dizaines et de dizaines et de dizaines de projets d'analyse, il commence à y avoir tout simplement des écarts dans les chiffres qui émergent et donc des analyses contradictoires. Et c'est là que tu as un problème de fiabilité des données. Mais c'est assez tangible, mais c'est difficile à mesurer de manière très précise. Mais c'est quand tu commences à avoir une accumulation de meetings où les gens passent plus de temps à regarder les écarts dans la donnée, à essayer de comprendre pourquoi lui il a tel chiffre versus lui il a tel chiffre, etc., plutôt que de prendre des décisions. Et en général, quand on arrive à ce point-là, c'est ça qui va convaincre, au bout d'un moment, tu arrives, grâce à ces problèmes de fiabilité, à structurer un département data un petit peu plus conséquent, où là, tu vas devoir recentraliser un certain nombre d'éléments, faire une stack qui est clean, sur laquelle tu as du contrôle, avec des outils de monitoring, d'observabilité, etc. Tu vas avoir une équipe avec des data analysts qui se parlent plus souvent, alors peu importe qu'ils soient rattachés aux différentes équipes business, mais ils vont se parler entre eux, etc. etc. Pour conclure, s'il y a un pain un peu central qui est récurrent dans la data, c'est celui-là, parce que c'est celui-là qui fait finalement émerger un petit peu toute la feuille de route data dans beaucoup de boîtes, quoi. Donc je trouve qu'il est particulièrement intéressant. Ouais, clairement. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Alors, j'ai pas forcément une anecdote très spécifique data, là, comme ça, mais je vais plutôt vous partager une anecdote sur mon projet qui rejoint du coup une réflexion que j'ai maintenant. Et c'est qu'en gros, j'ai trouvé ça vachement intéressant, la manière dont un petit side project lancé un peu sur un coin de table au départ, de manière assez spontanée, a pu finalement m'ouvrir des portes et devenir un projet à temps plein. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je l'avais pas du tout anticipé. Tu vois, je me souviens au moment où j'ai lancé DataGen, déjà j'y suis allé vraiment tête baissée. Tu vois, j'ai appelé un pote qui était un ancien d'Artefact qui s'appelle David, qui est CTO chez Tester, et je lui ai dit vas-y, je lance un podcast sur la data, tu vas être mon premier invité. J'ai emprunté un micro et je suis allé YOLO. Et si tu regardes la qualité de mes premiers épisodes, c'est désastreux, mais bon, fallait bien y aller pour valider que j'avais envie, etc. Et en fait, tu vois, pendant 1 an et demi, c'était un projet très amateur. On s'en rend pas forcément compte. Après, non pas que maintenant ce soit méga professionnel, mais genre juste c'était vraiment très amateur. Je publiais à mon rythme 1 fois par mois. Je faisais très peu de com sur LinkedIn. Comme tu te dis, sur les 10 premiers épisodes, la qualité était moyenne, etc. Et pourtant, au bout d'une 20aine d'épisodes, j'ai commencé à avoir des opportunités vachement intéressantes, juste parce que j'ai accepté de dire, ok, je balance ça sur LinkedIn. Je m'en fiche que ce soit un peu, que ça manque de qualité, etc.
Et tu vois, et je commençais à me faire remarquer au début, tout simplement en interne, chez Artefact. Je pense que ça m'a permis de monter plus vite parce qu'ils se sont dit, putain, ouais, il est vraiment passionné par son sujet, etc. Enfin, en tout cas, ça a pu jouer. Tu vois, je dis pas que j'aurais pas réussi à ne pas passer manager sans ça, mais, et au moment où, tu vois, j'ai commencé à échanger avec mon ancien boss de quitter Artefact pour monter ma boîte, il m'a dit, bah attends, moi je trouve ça cool ce que tu fais. Si tu veux, je continue à te payer ton salaire et tu le fais en interne. Et là, boum, première opportunité assez intéressante, ou en 2 secondes. Alors je dis pas que c'est pertinent pour tout le monde, mais moi j'avais envie de faire évoluer mon travail finalement vers plus de communication parce que c'est ce qui me plaisait. Et j'ai trouvé ça dingue comment en fait c'était assez long, c'est-à-dire que ça faisait déjà 1 an et demi que je le faisais, mais comme je te dis, à la fin j'avais 15 épisodes sur une plateforme enregistrée comme ça avec 2 micros dans mon salon, tu vois. Et je vais conclure là-dessus, mais derrière j'ai une autre opportunité hyper intéressante que je vais pas forcément le citer, mais une start-up dans la data qui est connue maintenant, mais qui n'était pas quand ils se sont lancés il y a environ 1 an et demi. Pareil, qui sont venus me contacter et qui m'ont dit ouais, bah nous on vient de lever, on cherche quelqu'un justement pour monter notre média interne dans la start-up. Est-ce que t'es chaud de nous rejoindre un peu en lead co-founder avec des parts, etc. C'était une opportunité vraiment stylée. Il se trouve que moi, j'avais vraiment envie, pour l'instant, de rester indépendant, de faire mon truc dans mon coin, etc. Donc, j'y suis pas allé, mais juste 2 opportunités qui sont tombées pour un side project qui, tu vois, qui ressemblait pas à grand-chose. Donc, voilà, juste une anecdote comme ça. Je dis pas qu'il faut faire des side projects à tout prix, mais que, tu vois, t'as des gens parfois qui ont peur d'y aller, puis ils ont peur que ça ressemble à rien, et en fait... même avec un truc qui ressemble à rien, ça peut quand même voilà, ouvrir des portes ou inspirer, quoi. Et alors du coup maintenant que DataGen n'est plus un side project mais ton occupation à temps plein, qu'est-ce que c'est le futur ? Qu'est-ce que c'est le futur ? En fait, la mission, entre guillemets, ou l'objectif reste sensiblement le même. Donc, tu vois, je l'avais annoncé. Alors, c'est assez scolaire comme exercice, mais je l'avais fait au départ pour avoir un peu une ligne directrice. Et la manière dont je le présentais, c'était favoriser le partage de connaissances et l'adoption de stratégies efficaces. Donc, c'était cette notion dont on a parlé un petit peu, tu vois, de partage au sein de l'écosystème que je trouve vachement intéressante. Mais donc, ça va rester, tu vois, bien entendu, dans le contenu. Mais l'objectif, c'est diversifier de plus en plus... finalement, la ligne éditoriale, tu vois, ça a commencé vraiment très spécifique, retour d'expérience, data, avec des startups et des scale-up. Maintenant, je fais de plus en plus d'épisodes aussi avec des grosses boîtes et j'ai lancé un petit peu des formats annexes, tu vois, des masterclass avec, par exemple, des experts issus de cabinets de conseil. Je fais des épisodes aussi avec des éditeurs de logiciels parce que, finalement, ils font partie de l'écosystème et c'est intéressant de comprendre et de suivre un peu les outils qui se lancent. Des épisodes en collaboration avec Data for Good, qui est une asso, voilà. De plus en plus d'épisodes, en fait, un peu aussi différents. Donc, l'objectif, ça va être de venir trouver un équilibre là-dessus. Peut-être également des épisodes en anglais, commencer à couvrir des sujets avec des boîtes en Allemagne et en Angleterre. Ça, je trouverais ça cool. Et puis, continuer à développer les canaux, tu vois, sur lesquels je me suis mis. Je te disais, YouTube, la newsletter, etc. Et monétiser, quoi. Donc, tu vois, je me rends compte en te le disant que finalement, bien sûr, ça va évoluer. Il y a des sujets annexes, mais en fait, c'est surtout continuer à pédaler, tu vois, et à répéter la même chose en disant que finalement, c'est ça le secret. Ouais. C'est juste pas se lasser de faire la même chose chaque semaine et continuer comme ça. Donc voilà. Et après, en parallèle, peut-être, j'explore quand même des sujets aussi, parce que en plus des partenariats de type un peu sponsoring, l'objectif, ça va être de lancer des services sur le plus long terme data, qui vont venir leverager finalement la réputation et l'audience DataGen. Et donc, tu vois, j'explore par exemple en ce moment le fait de mettre en relation des top freelance issus de ma communauté avec des boîtes, parce que c'est un besoin que j'ai identifié, des boîtes qui me disaient « Est-ce que tu connais un top freelance ?» Et ça arrivait 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc je me suis dit pourquoi pas commencer à voir si en fait il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, et donc peut-être qu'après il y aura d'autres idées, tu vois. Ouais. Comme un cabinet de recrutement, mais plutôt pour le freelance, quoi. Ouais, c'est plus dans l'air du temps actuellement, effectivement, avec la conjoncture. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'on m'a demandé, donc tout simplement. Ok, bon courage. Merci Robin. N'hésitez pas à aller écouter le podcast DataGen si c'est pas déjà fait. Super podcast. Merci Marc. À très vite. Vous venez d'entendre Robin Conquet, fondateur de DataGen sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Fabrice Bonifay, directeur développement durable du groupe Bouygues, pour nous parler de bilan carbone et de data. À très vite.